population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est l'heure de la dominicale de Vérité franc-parler sur votre station préférée. Radio Cotonou, nous émettons sur la 94.3 et vous pouvez aussi nous suivre sur Internet via l'application Zeno. Bienvenue donc à vous. Tout doucement, nous tendons vers les élections générales de 2026. Une première au Bénin et ce tournant préoccupe plus d'un. Surtout avec les nouvelles dispositions légales qui encadrent bien entendu les joutes électorales. Au sein des partis politiques, l'heure est à l'identification de candidats potentiels, de leur désignation également, et aussi l'heure est à la constitution des différentes listes. En face, nous avons une société civile qui a toujours été très active, bien entendu au moment des périodes électorales. Élection générale, paix et stabilité en 2026, implication de la société civile. C'est la thématique qui retient notre attention ce dimanche. Et justement, nous recevons Monsieur Landry Gaillet. Il est le coordonnateur national par intérim de WANEP Bénin et coordonnateur de la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin. Bonjour à vous, Monsieur Landry Gaillet. Bonjour, Monsieur Naoum. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. C'est un plaisir. Voilà. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba. À la prise de vue, Job Chikpei. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chères auditrices et auditeurs, de poser vos questions comme d'habitude au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi déposer vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. Des questions courtes, s'il vous plaît. À nouveau, bonjour à vous, Monsieur Gaillet. Bonjour, Monsieur Naoum. Merci de nous avoir recevoir sur votre plateau. Je vous remercie également et je dis bonjour à toute l'équipe et à tous nos auditeurs. Merci beaucoup à vous. Vous êtes le coordonnateur national par intérim de WANEP Bénin. Je voudrais donc que pour lancer cette émission, que vous puissiez parler avec nous rapidement de votre engagement dans la société civile. Ça remonte à quand? Ça remonte à un peu longtemps. Je ne pourrais pas dater. Mais au niveau de WANEP, ça date de 2006. Depuis 2006 que je suis au niveau de WANEP. Donc, vous menez déjà une vie associative avant de regagner WANEP. Exactement. Je suis militant de plusieurs associations avant de venir au niveau de WANEP. D'accord. Alors, au niveau de WANEP, quelle est concrètement votre mission ou vos missions? WANEP Bénin, c'est d'abord le réseau ouest africain pour l'édification de la paix. Nous travaillons sur les thématiques de paix, sécurité et de gouvernance. Donc, au niveau de WANEP, nous travaillons à prévenir les conflits, à travailler pour que, même s'il y a conflit, comment on peut cheminer avec ces conflits pour que nous ayons un Bénin paisible. D'accord. Donc, fondamentalement, c'est ça. Oui, et nous intervenons sur le terrain à travers 5 programmes. Nous avons le programme alerte précoce et prévention des conflits, avec lequel nous travaillons avec la CEDEAO sur son dispositif d'alerte précoce. Et également l'Union africaine sur son dispositif d'alerte précoce, et avec l'UEMOA qui est en train de mettre en place son dispositif d'alerte précoce également. Donc, avec ce programme, nous essayons de collecter des informations qui menacent la paix et la sécurité, ou des événements qui contribuent à la promotion de la paix et à la sécurité au niveau du pays. Et avec ça, nous avons un système d'alerte précoce et des points focaux sur toute l'étendue du territoire qui nous envoient des informations dans le système que nous analysons. Et à travers l'analyse, nous produisons des documents d'analyse et d'alerte et nous soumettons aux dirigeants. D'accord. Ça, c'est le premier programme. Allez-y sur les réseaux. Nous avons le programme Femmes et Paix.
sur lequel nous travaillons sur le leadership féminin et que ce programme nous aide à travailler sur l'aspect genre, à prendre en compte le genre dans tous les autres programmes. Et nous avons également le programme Éducation à la paix et à la non-violence. Ce programme travaille essentiellement sur les enfants et les jeunes. Parce que l'idée, c'est d'inculquer déjà aux jeunes et aux enfants, dès le bas âge, des valeurs de paix pour que, à l'âge adulte, ils puissent transmettre, parce qu'il est difficile de travailler sur des adultes et de leur inculquer des valeurs de paix si au bas âge, ils n'avaient pas intégré ces valeurs. Donc, nous avons également le programme et des renforcements de capacité, développement du réseau. Avec ce programme, nous renforçons la capacité des organisations membres de WANEP et d'autres organisations qui interviennent sur des thématiques de paix, sécurité et de gouvernance. Nous avons un dernier programme, Élection, démocratie et bonne gouvernance. C'est avec ce programme que nous intervenons dans la démocratie. Nous intervenons sur les questions de gouvernance et sur des questions électorales. Et c'est grâce à ce programme que nous coordonnons la plateforme électorale des OSC du Bénin. D'accord. J'ai voulu quand même qu'on fasse ce préalable pour que les auditeurs arrivent quand même à comprendre pourquoi on vous a donc invité sur ce plateau. Vous êtes actuellement à la coordination de cette organisation WANEP Bénin, mission exaltante ou fastidieuse. C'est compliqué. C'est compliqué de piloter. Non, c'est pas compliqué de piloter. C'est pas compliqué de piloter dans la mesure où si vous avez déjà des germes qui vous prédisposent à travailler sur des questions de paix et de sécurité, ce n'est pas très difficile. Alors, c'est difficile peut-être au cas où vous êtes confronté pour la première fois à coordonner aussi WANEP que d'autres structures qui côtoient WANEP. D'accord. Alors, vous arrivez toujours à capter les ressources pour la bonne mission de WANEP Bénin? Oui, on essaie. Vous savez que nous sommes dans un contexte de rareté des ressources, mais avec notre engagement, avec notre fidélité, les partenaires nous font confiance et nous arrivons à lever quelques ressources pour continuer à appuyer le gouvernement dans notre mission. D'accord. Dans notre domaine, en fait. Alors, le gouvernement béninois vous sollicite de temps en temps? Sollicite dans quel sens, je ne sais pas, mais on collabore. On collabore avec, oui, parce que WANEP a adopté une approche collaboratrice pour pouvoir travailler sur ces questions de paix et de sécurité. Il faut avoir des acteurs, collaborer avec des acteurs qui puissent apporter la réponse. Donc, nous avons adopté cette approche et nous collaborons très bien avec le gouvernement sur les domaines dans lesquels nous intervenons. D'accord, merci beaucoup à vous. Alors, je le précisais aussi, vous êtes le coordonnateur de la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin. Est-ce que vous pouvez donc nous donner votre appréciation globale du climat politique béninois aujourd'hui, à moins d'un an des élections générales de 2026? Est-ce que vous avez travaillé dessus? Au niveau de la plateforme et également au niveau de WANEP Bénin, nous travaillons au jour le jour à analyser la situation politique, sociale et économique du pays chaque fois pour voir est-ce qu'il y a des risques de violence ou d'autres risques qui peuvent mettre en mal la paix et la sécurité au niveau du Bénin. Une analyse globale, ce serait un peu difficile, mais je dirais simplement que nous observons... C'est pas un sujet de thèse. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Mais je dirais globalement que nous observons à un an, comme vous l'avez dit, des élections, et à moins de 5 mois de dépôt de candidature pour les différentes élections, on note un silence lourd et un silence également interrogateur qui nous amène à demander pourquoi. Pourquoi? Parce que le Béninois est habitué à un an déjà des élections, à une fête et on sent déjà venir des élections, mais
ce contexte un peu lourd et très calme. Bon. Vos mots sont bien choisis. Hein? Vous parlez de lourdeur, vous parlez de calme. Oui. Creusez ça un peu pour faciliter la tâche aux auditeurs de mieux nous suivre. Oui, exactement, parce que vous savez que à moins de 5 mois des élections, on n'arrive pas à dire exactement qui peut être candidat à la présidentielle. Alors que le dépôt des dossiers est à moins de 5 mois. C'est troublant pour vous. Les deux qui ont osé le dire à M. Camille Seba oui. et Eda, M. Daniel Eda, qui ont osé de déjà déclarer leur candidat. Mais les grandes C'était formations... sérieux pour vous? C'était sérieux, ces candidatures-là? Ces annonces-là? Oui, bon, en fait, moi, Parce que ça a fait rire plus d'un. Hein. Bon, il y a d'autres qui s'en moquent et tout, pour dire, bon, ils ne se sont même pas présentés avec la fonction de vice-présidente parce qu'il faut un duo maintenant pour aller aux élections. Oui, je pense que c'était une blague. On peut s'interroger sur les capacités de ces deux à se présenter réellement. Oui. Mais de toutes les façons, c'est un rêve. Et ils sont en droit de rêver et ils sont en droit également. Ce sont des citoyens qui peuvent briguer la magistrature suprême, donc on ne peut pas leur dénier ce droit. Maintenant, c'est comment ils arriveront à remplir les conditions dictées par le code électoral pour se présenter aux élections. Donc, à part ces deux, on n'arrive pas à identifier pour l'instant les candidats, les autres potentiels candidats pour la présidentielle et même pour les législatifs et autres. C'est vrai, on note des tractations dans les états-majors, mais pas encore ce qu'on notait avant. D'accord. Vous avez dit que l'ambiance elle est lourde et bien entendu ça amène à poser de questions. Alors je viens sur les questions que vous posez au niveau de la société civile par rapport à la situation actuelle, la situation politique de notre pays. Non, en fait, vous n'êtes pas sans savoir que depuis avril, pour ne pas dire depuis 2 ou 3 mois, que nous avons noté une sorte de polémique encore qui est revenue sur le code électoral. Donc ça veut dire que les acteurs ne s'entendent pas très bien, même si ils reconnaissent qu'il y a des éléments qui peuvent frustrer ou il y a des éléments qu'on peut améliorer au niveau du code électoral. Ils ne s'entendent pas encore et on se demande est-ce qu'ils vont s'entendre, parce que à la fin du mois de juin, le délai pour les 6 mois que impose le protocole de la CEDEAO pour réviser les tests, les lois voilà, et qui encadrent les élections, à la fin du mois de juin, ça va expirer. Mais il ne faut pas oublier qu'on dit en cas de consensus, on peut modifier à tout moment. Donc, à la fin de ce délai, on se demande est-ce que les uns et les autres vont s'entendre pour lever les difficultés qu'ils notent ou pas. Voilà, entre autres, les difficultés qu'on se pose. On se pose actuellement. Alors, vous avez suivi, comme nous, comme tout Béninois, les dernières déclarations du président Patrice Talon, qui a donc, entre griffes, évoqué une fois encore son départ du pouvoir en 2026. Il a parlé, je ne dirais pas en parabole, mais il faisait comprendre que c'est une réunion qui rassemble bien entendu les maires, les élus, et que c'est probablement sa dernière rencontre du genre. Ce qui donc présage, bien entendu, de ce que, bon, il s'en va, il va partir en 2026. Ça fait quoi pour vous? Rien. Rien du tout. Rien, parce que c'est bon que le président le dise qu'il va partir. Et il l'a même déjà réaffirmé en mars dernier. Oui, en mars dernier. Il a même dit que cette question l'agace. D'accord. Mais ça ne me fait pas frémir ou voilà, ça ne me fait rien parce que ce n'est pas lui qui décide. Ce sont les tests qui disent qu'après 2 mandats, vous devez partir. Donc, de ce point de vue, bon, quand vous le titillez, vous le demandez, bon, il est en droit de répondre à cette question, et c'est là, il dit, bon, je dois partir. Sinon, il doit partir. Il doit partir après 2 mandats,
Et moi, personnellement, je me dis que nous avons deux problèmes au Bénin. Allez-y. Par rapport à cette peur des citoyens pour savoir si on part ou on ne part pas. Le premier problème, c'est parce qu'on n'a pas encore d'institutions fortes. Si on avait d'institutions fortes, on ne se poserait pas cette question. Parce qu'il y a quand même d'autres cas dans la sous-région. Exactement. Le président Ouattara qui vient d'être désigné pour un 4e mandat. Exactement, exactement, parce qu'on n'a pas d'institutions fortes pour dire non, vous ne devez pas. Et deuxième problème, c'est parce que les citoyens n'ont plus confiance aux acteurs politiques parce que les acteurs politiques ne respectent plus leurs engagements. Comme le cas, vous avez dit, Ouattara qui avait dit qu'il partait et à moins de quelques mois, il revient et il est en train de faire son 3e et il prétend encore faire son 4e mandat. Donc, le citoyen a peur. A peur chaque fois parce qu'il ne fait pas plus trop confiance aux institutions pour dire stop aux acteurs politiques. Et dans le second cas où nous travaillons au niveau de la plateforme pour qu'on puisse déconstruire l'idée selon laquelle les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Il faut responsabiliser les acteurs politiques pour que leurs engagements soient quelque chose de précieux et pour que les citoyens leur fassent pleinement confiance. D'accord. Alors, le président de la République a parlé. Est-ce que, selon vous, ça lance les hostilités au sein des partis politiques? Normalement, c'est pas quand il va dire qu'il part ou qu'il ne part pas que ça va lancer les hostilités. Tout le monde sait qu'en 2026, le président de la République doit partir parce qu'il sera à la fin de son 2e mandat. Donc déjà, normalement, à 1 an déjà ou même lors de le début de son 2e mandat, les acteurs politiques doivent déjà se mettre en branle pour conquérir le pouvoir. Donc, je ne pense pas que ce soit un élément pour mettre en branle les états-majors des partis politiques. D'accord. Alors, quand on parle de la vie des partis politiques, vous avez certainement des affinités avec certains acteurs politiques. Vous écoutez peut-être des choses derrière le rideau. Est-ce que la tâche sera facile pour les partis politiques dans le choix des candidats pour les élections générales de 2026? Parce que quoi qu'on dise, c'est une première expérience qu'on aura à faire. Exactement, c'est une première expérience et j'aimerais dire que nous n'avons pas d'affinité avec les partis politiques. Les partis politiques sont des partenaires. Donc, c'est des partenaires pour la plateforme, c'est des partenaires pour WANEP. Donc, on travaille en partenariat pour que le processus se passe très bien. Donc, non, au niveau des formations politiques, je pense que chacun de son côté travaille à remplir les conditions pour se présenter. Donc, nous disons, bon, c'est vrai que ce sont des acteurs politiques, c'est des jeux politiques, et il y aura un peu de tension, mais on les exhorte à ce que ça n'aille pas au-delà du normal pour que les élections se passent dans la paix et la transparence. D'accord. Alors, le Bénin, selon vous, aujourd'hui, est-ce que ce pays-là est bien préparé pour affronter les élections législatives? Au sein de la plateforme, qu'est-ce que vous en dites? Le Bénin est bien préparé. Bon, je vais nuancer un peu. D'accord, allez-y. Au niveau institutionnel, la Sénat a tellement d'expérience. La Sénat, qui est également un partenaire de la plateforme, est déjà préparée et vous voyez déjà depuis des mois comment il déroule petitement son calendrier et l'électorat. Donc, au niveau institutionnel, on n'a pas de crainte ni de doute par rapport à l'organisation des élections. Maintenant, au niveau des acteurs politiques, au niveau social, peut-être qu'on peut avoir quelques craintes par rapport à l'organisation pacifique des élections, parce que depuis 2019, nous avons observé que quelques tensions naissent des suites des élections. Donc, nous travaillons avec les acteurs politiques et nous sommes déjà dans un processus d'écoute, de dialogue pour qu'eux-mêmes ils s'engagent. Parce que nous avons prévu au niveau de la plateforme faire signer aux acteurs politiques une charte de paix et de non-violence et les responsabiliser à ce que tout se passe dans la paix dans la paix. D'accord. Donc, globalement,
qu'est-ce qu'on retient? C'est que vous êtes en état d'alerte au niveau de la plateforme, ou bien vous dormez tranquille? Le Bénin se porte bien, les élections vont bien se passer, et donc on va commencer donc avec un nouveau pouvoir en 2026. Est-ce que c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous travaillons activement sur le terrain, et nous observons les signaux. Et je vais dire simplement que d'ici quelques jours et quelques mois, vous allez constater la plateforme sur le terrain. Parce qu'il y a des travaux en sourdine que nous étions en train de faire. Et voilà, c'est pour ça que vous ne nous voyez pas très bien sur le terrain. Mais on ne dort pas. La plateforme ne dort pas, même si tous les signaux sont ouverts. Nous, on veille toujours pour que, voilà, parce que si ça doit virer à l'orange ou au rouge, c'est du jour au lendemain. Donc, on ne sait pas. Donc, on ne dort pas. On est en état d'alerte et on surveille tout sur l'échiquier, en tout cas, sur toute l'étendue du territoire. Et d'ici fin juillet, nous aurons à déployer 77 moniteurs de suivi du processus sur le territoire national pour que, voilà, dans chacune des communes, nous ayons des répondants pour travailler. Et également en juillet, nous aurons à mettre en place un groupe national de réponse constitué aussi des personnalités des OSC que des institutions de la République pour pouvoir travailler à répondre aux menaces que nous recevons du terrain. D'accord. Alors, dites-nous concrètement, quel est le rôle de la société civile dans un processus électoral? Le rôle de la société civile, c'est de contribuer à l'amélioration du processus électoral. Maintenant, on peut décliner ce rôle. Oui. On peut décliner ce rôle en termes de rôle de sensibilisation des citoyens, de rôle d'éducation des citoyens, éducation électorale bien sûr, des citoyens. Nous avons également le rôle de formation, de formateurs. Donc nous formons les différents acteurs qui seront impliqués dans le processus électoral, et également les citoyens. Nous les formons également sur plusieurs thématiques. Également, nous observons le processus électoral. Et au niveau de la plateforme, nous avons quitté l'observation ordinaire, mais nous sommes dans une sorte d'observation qui nous permet de répondre au fur et à mesure lorsque nous observons des dysfonctionnements sur le terrain. D'accord. Donc aujourd'hui, au niveau de la plateforme électorale, vous faites quoi concrètement à l'étape actuelle? À l'étape actuelle, nous sommes en train de finaliser les outils de suivi. Et déjà fin semaine prochaine, nous aurons validé ces outils. Et à partir du 2, nous aurons formé les moniteurs sur le terrain. Déjà après ça, nous aurons à mettre en place le groupe national de réponse électorale dont je viens de parler, et on continue le processus par rapport à ça. Mais avant, on a déjà rencontré plusieurs acteurs impliqués dans le processus électoral. Nous avons déjà rencontré la Sénat. Nous avons rencontré plusieurs partis politiques. Nous avons rencontré également l'ANIP. C'est vrai qu'il reste un certain nombre de partis politiques à rencontrer. Quelles sont par exemple vos préoccupations au niveau de l'ANIP? Au niveau de l'ANIP, c'est comment l'accompagner pour qu'on enregistre plus ce qui s'est passé en 2023, où c'est le jour des élections que les électeurs constatent que leurs postes de vote sont loin de leur domicile, où ce n'est plus le centre de vote habituel où ils votent, où ils ne revoient plus leur nom sur les listes électorales. Donc nous allons accompagner lorsque l'ANIP aura affiché la liste électorale provisoire. Nous aurons appelé les citoyens à aller vérifier leur centre de vote. Et s'il y a des préoccupations, nous allons remonter vers l'ANIP pour la prise en compte de ces observations, pour que les élections se passent très bien. Et je veux rassurer, et je veux le dire, parce que le directeur de l'ANIP nous a rassurés et nous a montré sa disponibilité à accompagner cette initiative de la plateforme électorale des OSC du Bénin. Mais là, c'est un facteur important qui implique bien entendu les citoyens béninois, mais on voit quand même que beaucoup qui ne répondent pas à l'appel, parce que les listes sont souvent affichées, mais il faut
consulter et faire les réclamations, mais souvent, il y a certains qui ne le font pas et qui se lèvent du jour au lendemain, le jour du scrutin, pour dire, mon poste est déplacé, ceci et cela. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement à ce niveau? Ou bien, qu'est-ce que vous, au niveau de la société civile, vous allez faire? C'est ça, nous allons sensibiliser. Il y aura des communiqués, il y aura des spots, il y aura des émissions radio également. Mais il y a l'observateur, les moniteurs qui seront sur le terrain et qui vont également voir les difficultés que les citoyens observent sur le terrain et remonter ça. Mais au niveau de l'ANIP, l'ANIP aussi prend des dispositions pour que même de manière numérique, au niveau à partir du simple portable, on peut déjà voir son centre de vote, et si on veut corriger, qu'on aille au niveau des arrondissements ou au niveau des mairies pour corriger rapidement et évoluer avant la fin du processus. Sinon, ce serait dommage. En dehors de l'ANIP, vous vous intéressez à quelle structure, toujours entrant dans le cadre de ces élections? Il y a la Sénat. La Sénat qui est le premier partenaire qui organise le processus électoral et qui également a la charge des acteurs politiques. Donc, on travaille également avec la Sénat qui, depuis des années, nous appuie au niveau de la salle de situation électorale pour que, lorsque nous observons des dysfonctionnements au niveau du processus, ils puissent agir en même temps sur le terrain. Donc, on n'attend pas que les élections passent pour commencer par réclamer ou pour commencer par noter des dysfonctionnements. Donc, au fur et à mesure, on essaie de le faire. En dehors de la Sénat, il y a la Direction générale des impôts. Concernant la délivrance du fisc et quitus fiscal. Donc, on travaille également avec la DGI pour voir dans quelle mesure ils peuvent accélérer ce processus pour que ça ne soit pas un frein pour les acteurs politiques. Nous travaillons avec également le ministère de l'Intérieur parce que ce sont eux qui assurent l'ordre au niveau de l'organisation des élections, de la sécurité et la défense également pour que tout se passe très bien. D'accord. Alors, vous avez quelques indicateurs comme nous, des engagés politiques qui continuent de se déplacer. Nous sommes à quelques mois de l'ouverture, bien entendu, du processus électoral. Et vous avez des acteurs qui continuent de quitter un parti pour un autre. Ailleurs, vous avez par exemple des guéguerres à l'interne. Aujourd'hui, ce qui fait la une de l'actualité, c'est le PRD qui est rentré à un moment donné, ou bien qui a fait une fusion avec l'UPR, l'UP pour devenir UPR. Maintenant, on tire les draps de chaque côté, comme quoi ces partis n'existent plus, d'autres qui disent que cela existe. Est-ce que tout ça préoccupe un tant soit peu les acteurs de la société civile? Oui, ça préoccupe les acteurs de la société civile et on s'interroge ou on voit dans quelle mesure il faut évaluer les réformes du système partisan pour voir les failles et pour pouvoir corriger. Parce que ce ne serait pas trop bien de noter ces transhumants, ces agissements, alors que les dispositions légales sont là. Donc voilà, peut-être qu'il y a des biais sur lesquels je n'aimerais pas aller. Donc voilà, donc on aura le temps. On aura le temps. Vous avez peur d'assumer vos propos ou bien de ne pas les assumer? Je veux comprendre. Pas du tout. Je suis sur franc-parler, je vous dis réellement ce que je pense. Si vous devez trancher dans ce dossier, vous dites quoi? Au PRD de se ranger, déjà parti ou bien, bon, vous existez toujours? Heureusement que je ne suis pas juriste, je suis sociologue de formation, donc il me serait difficile de trancher. Alors qu'est-ce que vous allez dire donc aux membres, par exemple, de ce regroupement politique pour quand même que la paix soit trouvée, parce que il faut aller aux élections il faut constituer les listes et tout ça. Est-ce qu'on doit rester dans cette tension? Bien, qu'est-ce que la société civile préconise, par exemple, aux acteurs de l'UPR, par exemple? En termes de recommandations, nous ne vont pas discuter au sein de la plateforme. D'accord. Donc, si je dois avancer des recommandations, c'est que ce serait en mon nom propre. D'accord. Je ne suis pas là pour en tant que Landry. Voilà, je suis là en tant que représentant. Merci beaucoup à vous. Alors, globalement, je pose toutes ces questions-là pour vous demander si aujourd'hui on peut dire que les indicateurs
rassure ou préoccupe? Les indicateurs, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça rassure sur le plan institutionnel, mais sur le plan politique et social, ça ne rassure pas trop. Parce que depuis 2009, nous avons quelques craintes pour justifier, bien sûr, pour aller à des élections paisibles. Donc, on essaie de surveiller certains indicateurs pour voir est-ce que ça bouge ou ça ne bouge pas, quels acteurs qui peuvent intervenir pour que ça ne dérape pas. Donc, au niveau de la plateforme, on est en alerte par rapport à ces indicateurs. D'accord. Alors, dites-nous actuellement, quelles sont les conditions normales à remplir pour la paix et la stabilité normalement en période électorale et surtout pour le cas des élections générales qu'on aura donc à organiser? Quelles sont les conditions que nous devrions tous remplir pour, bien entendu, atteindre cet objectif? Merci beaucoup. Le premier objectif, c'est de s'approprier le code électoral. Que ce soit révisé ou pas, le mieux, c'est de s'approprier de l'actuel code qui est de référence actuellement. Donc, pour qu'on ne soit pas surpris. Il faut les prendre en l'état. Voilà. Les articles qui constituent donc le code, on doit les prendre à l'état, les étudier, les comprendre, c'est ça? Voilà, exactement ça, parce que notre rôle en tant qu'acteur de la société civile, ce n'est pas modifier le code électoral. Nous, on travaille sur le cadre légal qui existe. Quitte aux acteurs politiques de voir s'ils vont modifier ou pas. Mais jusque-là, je ne pense pas que ce sera le cas, en tout cas de manière personnelle, mais ce serait bien s'ils s'entendent pour modifier. Donc, il faut que chaque citoyen s'approprie le code électoral pour comprendre les dispositions légales. 2, il faut que les acteurs politiques éduquent leurs militants à la paix et à la non-violence. Et 3e chose, il faut que s'il y a contestation, s'il y a difficulté, qu'on emprunte les voies légales de réclamation. Donc ce sont les éléments sur lesquels il faut travailler. Oui. D'accord, fondamentalement. Fondamentalement. Merci beaucoup à vous. Alors aujourd'hui, si vous devez donc, je vais vous prendre sur plusieurs volets, si vous devez vous adresser concrètement par rapport aux élections de 2026 qui arrivent, ces élections générales, si vous devez vous adresser aux institutions d'abord qui sont impliquées dans le processus électoral, quel sera donc le message de la société civile? C'est de les inviter à travailler en toute responsabilité pour rassurer les citoyens sur la bonne marche du processus électoral. Et deuxièmement, de communiquer sur ce qu'ils font. Parce que s'il y a opacité, s'il n'y a pas de communication, on peut faire des suppositions, on peut coller des non-dits aux institutions. Donc il faut qu'ils communiquent autour de tout ce qu'ils font pour le processus électoral. D'accord. Et au niveau des partis politiques? Au niveau des partis politiques, comme je l'ai dit, d'abord sensibiliser leurs militants et travailler à être présent dans tous les bureaux de vote. C'est pas facile, hein? Oui, c'est pas facile, mais c'est leur engagement, parce que la charte des partis politiques leur exige d'être présent dans toutes les communes du Bénin. Donc déjà dans les communes, ils doivent décentraliser, ils doivent être présents dans tous les bureaux de vote. Donc c'est leur travail et également travailler à apaiser le processus en invitant leurs militants à la paix. D'accord. Est-ce que vous, par exemple, au niveau de la société civile, vous pouvez donc couvrir tout le territoire national? Vous arrivez à faire ça? Non, il est difficile pour nous de couvrir tout le territoire national, mais à notre niveau, nous faisons un déploiement statistique. Nous recrutons un statisticien qui nous dit par rapport à votre capacité d'observateurs, si c'est par exemple 1000 observateurs qu'on veut déployer, comment on peut déployer de manière statistique pour que ça soit représentatif sur toute l'étendue du territoire national. Donc ce n'est pas la plateforme se lève et déploie des observateurs, non. Donc à ce jour, moi je ne sais pas si au niveau de Sikek Koji, je dois déployer un observateur là, non. C'est le technicien qui doit faire le travail
travaille et dit, si vous positionnez un observateur à tel ou tel endroit, vous serez représentatif. Et c'est ce travail que nous faisons. Nous n'arrivons pas à couvrir tous les postes de vote, ni tous les centres de vote. La partie difficile, c'est quoi? C'est les moyens ou bien manque d'hommes qualifiés pour faire le job? Non, pas du tout, manque d'hommes. On en a assez. On en a assez, même lors du recrutement des observateurs, on a à foison. Mais c'est les moyens financiers qui ne sont pas... Voilà. Et au début, on a dit la rareté des ressources. Oui. Donc vous comprenez que ce serait difficile de couvrir 14 000 postes de vote. Pas des observateurs, alors que vous connaissez le minimum qu'on paie aux observateurs. C'est un grand montant et voilà, ça ne permet pas de le faire. Mais est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans une dynamique de bénévolat pour la cause nationale? Parce que ce que nous recherchons tous, c'est pour la paix et la stabilité, donc les élections bien organisées, les citoyens devraient quand même s'impliquer. Il faut les amener à faire ça. Exactement. Comme ça se fait ailleurs, où les gens, de façon volontaire, participent donc à des missions du genre. Pourquoi ça bug au Bénin? Exactement, et c'est ce qui fait que les partenaires ont un peu de résistance ou de réticence à nous appuyer sur ce point en fait, parce qu'ils disent que bon, c'est de notre ressort d'observer de manière naturelle, mais on a été moulé dans un système pendant longtemps, donc c'est petitement qu'on arrivera à déconstruire ça, et pour que les citoyens se sentent responsables de l'observation de son vote qu'il a mis dans l'une, de sécuriser son vote au niveau de l'arrondissement où il y aura la compilation. Mais c'est un travail qui est en train d'être fait. La plateforme peut lancer le mot d'ordre. À partir de maintenant, nous recherchons des volontaires pour suivre les élections dans toutes les localités de notre pays. Nous sommes en mesure de vous donner un coca, 2 sandwichs pour la journée. S'il faut peut-être prendre Zémilian, on va vous donner peut-être 200 francs ou 300 francs pour prendre Zémilian, aller au poste de vote. Est-ce que vous avez déjà engagé un processus pareil une fois? Non, on ne l'a pas engagé une fois. C'est vrai qu'on a demandé, il y a cela, je crois c'est en 2015 ou autre, qu'on a demandé aux citoyens de sécuriser leur vote et ainsi de suite. Mais on n'a pas... C'est-à-dire, on n'est pas... ils ne nous sont pas redevables, en fait. Voilà. Donc, les observateurs qu'on déploie, ils signent des engagements. Donc, voilà, ce serait difficile. C'est une idée que nous mûrissons. Mais ce n'est pas du jour au lendemain que ce serait fait. Mais on pense arriver à ce niveau. C'est pour ça qu'au niveau de la plateforme électorale des OSCE, nous avons comme objectif de ne pas travailler que en période électorale, mais après les élections, de continuer par travailler sur les citoyens pour que les citoyens intègrent ce volet, pour qu'ils sachent que c'est leur rôle et c'est leur chose de sécuriser le processus électoral du début jusqu'à la fin. Alors, on va y arriver quand? Si vous pensez que c'est pas possible aujourd'hui, ça va être possible quand? Non, j'ai pas dit que c'est pas possible. D'accord. J'ai pas dit que c'est pas possible. Même demain, on peut lancer ça. Mais c'est que ce serait trop dit de dire que nous allons couvrir tous les postes de vote pour les élections de 2026 à venir. Ce serait difficile de le dire. D'accord. On a vu quand même les acteurs de la société civile plus actifs par le passé autour de la chose électorale. Est-ce que c'est la gouvernance de Patrice Talon? Est-ce que ce sont les dispositions légales qui ont fait en sorte que on ne sent plus le même engouement avant? Dites-nous la vérité. Vous-même, vous l'aviez rappelé, nous sommes sur Franc-Parler. Qu'est-ce qui a changé? Le contexte a changé. Le contexte a changé également, les dispositions légales également ont changé. Mais notre approche est plus orientée dans la collaboration que dans une approche de militantisme ou dans une approche d'activisme. Donc avant, il y a plusieurs organisations de la société civile qui s'inscrivent dans ce schéma d'activisme et autres. Et le contexte, parce que avant, vous n'êtes pas sans savoir que les journalistes sont membres de la société civile, les syndicats sont membres de la société, et tout le monde met la main à la pâte pour que ça donne cette fête
que nous avons auparavant. Mais maintenant, vous savez le contexte des syndicats, vous savez également ce que vivent les journalistes également, où le code du numérique fait qu'on a peur de parler sans preuve. Voilà, donc ça fait que vous n'entendez plus beaucoup d'organisations de la société civile, mais quand le moment sonne ou si nous identifions des couacs ou des goulots d'étranglement qui nous demandent de sortir publiquement, nous le faisons. Mais si ces signaux nous demandent d'aller voir les responsables qui puissent apporter une réponse à cette situation pour que tout se calme, nous optons plus sur ça parce que voilà, on n'est pas obligé de faire médiatiser tout ce que la plateforme fait. D'accord. Vous faites référence, par exemple, à des périodes difficiles comme en 2019 et autres. Ce sont les citoyens donc qui après prennent donc les rues et donc pour protester, manifester et autres, suivi de troubles, de difficultés, de mauvaise gestion, de cadrage même de la police et tout ça. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire concrètement aux citoyens, surtout pour les élections de 2026 ? Pour les citoyens, j'aimerais appeler leur attention à la vigilance, d'éviter de se faire manipuler par les acteurs politiques, d'utiliser, s'ils pensent que c'est nécessaire, les voies légales de réclamation. Donc, c'est ce que je pourrais demander aux citoyens. Aux citoyens. Oui. Donc, pour véritablement se mettre à l'abri des situations fâcheuses. Exactement. Parce qu'on a connu quand même des blessés et autres au cours de ces situations difficiles. Ailleurs, on le voit très bien, des gens qui décèdent à cause des élections et tout ça. Merci donc pour votre intervention sur la question. Je vais donc ouvrir la ligne un peu plus tôt donc, pour permettre aux auditeurs qui sont à l'écoute, qui peuvent donc nous appeler et opiner avec nous sur cette émission. Et bien entendu, vous pourrez donc répondre aux questions après. Si le premier intervenant est là, on va le prendre. Monsieur Naoum. Oui, bonjour. Notre Alain Foucault. Merci. Paul Chaudaton, c'est ça. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Je salue ton invité. D'accord. Nous vous écoutons. Je lui donne 20 sur 20. Merci beaucoup, monsieur Chaudaton. Vraiment, merci de continuer à sensibiliser les citoyens béninois que nous sommes. Merci. Concernant le code électoral, qui sommes-nous pour changer ce code-là si c'est voté par nos honorables députés? C'est nos honorables députés qui ont voté ce code-là. Et qui sommes-nous pour changer ce code? Donc je ne suis pas sûr. Donc les citoyens béninois qui pensent qu'on peut changer ce code-là sans les députés de la majorité se trompent énormément, puisque c'est promulgué déjà par le gouvernement. Donc ça s'impose à tous les partis politiques. Donc ce que nous allons demander certainement aux partis politiques, c'est de sensibiliser leurs militants. Et ceux qui menacent là, de qu'ils soient leurs menaces, et de se conformer et aller aux élections tout simplement vis-à-vis de ce code-là. Puisque c'est irréversible à ce que moi je vois. Donc nous irons aux élections avec ça. Et vous venez de le dire tout à l'heure, aux partis politiques de continuer le travail sur le terrain au lieu de rester là à faire du ping-pong. Puisque beaucoup de choses les attendent sur le terrain. Si on se comprend, donc que chacun joue son rôle et que de ne pas rester dans la menace, la menace là ne va pas nous rendre service. C'est ça. Donc la paix là, c'est vous et nous. Merci. Pas pour leur intérêt, leur propre intérêt là, engager les citoyens béninois que nous sommes dans ce ping-pong là, ça ne va pas arranger qui que ce soit. Donc la paix s'impose à nous tous. Allez simplement dans l'illusoire pour choisir un ou l'autre et rentrer chez vous et attendre les résultats. Donc moi, je ne vais pas suivre les politiciens bêtement pour dire je vais faire violence et autres là. Le Bénin n'en a même pas besoin. Donc personne n'a intérêt. Donc aux partis politiques de continuer à sensibiliser leurs militants. C'est
ceux qui sont dedans. C'est aussi très simple. C'est mes préoccupations. Merci beaucoup à vous. Nous poursuivons donc l'appel des auditeurs. Je rappelle donc les numéros pour intervenir. C'est bien entendu le 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Auditeur Annie, bonjour. Bonjour. Je m'appelle D'accord, nous vous écoutons. Je salue votre invité. Merci. Et je demande deux questions à lui poser. La première. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, la première question. Oui. Est-ce que la plateforme électorale de VSP a la même appréciation ou appréhension que le FONAC sur l'article 146 du code électoral en vigueur? Première question. Deuxième question maintenant. Attendez. Vous parlez de l'article 146 du code électoral en vigueur. D'accord. Deuxième question. Oui. Est-ce que la plateforme va prendre l'initiative d'aider les citoyens à avoir accès au code électoral en vigueur comme par le passé? Parce que par le passé, le Wané pas fait des initiatives dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut dire s'attendre encore à ça, ou bien qu'il faut qu'on court pour l'acquérir? Parce que nous attendons un peu, il y a des guerres autour, nous attendons, avant de prendre l'initiative là, quoi. Voilà le préoccupation. D'accord. Merci beaucoup à vous. Donc, nous allons poursuivre avec les auditeurs qui vont donc appeler. Il y a un autre bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Oui, votre nom? Hugues Akpovi, je vous appelle depuis Février. D'accord, nous vous écoutons, Hugues Akpovi. Monsieur le journaliste, merci pour le travail que vous faites. Merci à vous aussi. La paix comme ça dans notre pays. Et à saluer. D'accord. Je salue aussi votre invité. Merci, bonjour. Qui fait beaucoup de travail pour que la guerre ou les bruits ne viennent pas dans notre pays. C'est une bonne chose. Merci. Et nous, en tant qu'auditeurs fidèles, nous devons venir aussi accompagner. C'est pourquoi nous sommes là. Monsieur le journaliste, monsieur l'invité, et je vous dis merci encore parce que je me rappelle que pendant les élections et au moment du président Patrice Talon, lorsqu'il venait au pouvoir, moi, Hugues Akpovi, mon constat, c'était qu'il y avait la fête, une grande fête à Khédi. Si vous venez dans mon arrondissement en ce temps, vous allez voir, tout le monde était rempli de joie. Et vous êtes en train de travailler pour que cette joie-là revienne. Nous souhaitons vraiment, et nous demandons à tous nos politiciens, moi je ne fais pas la politique, je ne connais rien dans la politique, mais ceux qui connaissent ce qu'est la politique, ils n'ont qu'à tout faire pour que nous ayons vraiment cette paix et cette joie-là. S'il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix, je vous assure qu'on ne peut pas vivre tranquille. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je viens de Boaké, je suis né à Boaké. C'est à cause de la guerre que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, faites tout pour que nous ayons la paix, pour vivre tranquillement, vivre dans la paix. Ça, c'est la grande chose. C'est la plus grande des choses. Et j'ai constaté aussi, ça c'est une doléance, et ceux qui viennent voter, qu'est-ce que l'État prévoit pour ceux qui viennent voter? Moi j'ai vu en Côte d'Ivoire, quand tu vas voter, on met des boîtes de sardines, on met du pain, et celui qui est celui qui vient voter là, après avoir fini de voter, il a droit au moins à une boîte de sardines et un pain. Tout ça, ça fait partie de la fête. C'est une fête. Pour voter là, c'est une fête. Parce que je peux rester chez moi à la maison. Mais si je décide d'aller voter, je vais fêter comme ça. Qu'est-ce qu'on met pour que la population vienne fêter? Ils n'ont qu'à penser. Tout ça là, ça donne la joie. Ne payez pas de fusil. On ne veut pas voir ça. L'argent qu'on va prendre pour payer le fusil là, ou bien payer des balles, on n'a qu'à prendre ça pour payer du thé et payer des boîtes de sardines.
des boîtes de picha et mettre ça à la disposition du peuple. Le peuple, quand il vient voter là, il a droit à son pays, il a droit à sa boîte de picha. Merci, agréable journée. Merci pour le travail Radio Bénin et Radio Cotonou plutôt. D'accord. Merci beaucoup à vous, Hugues Povy. Nous continuons par recevoir les auditeurs. Bien entendu, les numéros sont connus. Je vais les rappeler après avoir reçu celui qui est en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, bonjour, monsieur Liamidi Koumoyon. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous-même? Bonjour, monsieur René. Monsieur Gagné. Monsieur Gagné, Landry Gagné. Bonjour, monsieur Liamidi. Monsieur Gagné, oui. bonjour. Bonjour, monsieur Liamidi. Oui. Moi, j'ai quelques questions pour vous. Qu'en dites-vous du non-paiement des OSC aux élections passées? Est-ce que la pagaille qui s'observe prouve qu'il n'y aura pas la violence pendant les élections? Comment faire pour éviter les gemmes qui s'observent au sein des partis politiques? Est-ce que les OSC sont associés véritablement aux élections au Bénin pour empêcher les violences, pour qu'il y ait la paix dans nos communes? Parce que c'est au sein des partis politiques, c'est en leur sein que la violence commence. Allez-y, allez-y. Moi, je ne serai pas d'accord. Je veux leur demander de cesser de donner ces gens de conseils à leur mandat et de demander à leur mandat, si vous terminez de voter, rentrez chez vous. Ne restez pas au vote des votes. Ne rentrez pas dans la ville pour s'agiter n'importe comment. Parce que quand ça commence, on connaît. Quand ça va finir, on ne connaît pas. Donc, je veux que Wanep, Bénin s'organise pour pouvoir sensibiliser correctement la population. Je vous remercie. À dimanche prochain. Merci beaucoup. Merci à vous, Liamidi Koumoyon. Vous aurez la réaction de l'invité juste après. Si le standard, quelqu'un est au standard, on va le prendre. Je rappelle donc les numéros pour vous. Vous pouvez donc intervenir en appelant le 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 113. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp. Auditeur, allez, bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre nom. Papa Yapa, Yawedo Félix. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Oui, merci beaucoup. Merci à Dieu le Père. J'assiste tout sur Dieu le Père. Parce que c'est lui qui a tout créé. Et les hommes, aujourd'hui, croient que le pouvoir, les bombes, tout ça là, et ceux qui osent même sur leur billet, we trust in God we trust. Nous croyons en Dieu, c'est sur le biais. Et ils ne manifestent pas qu'ils croient en Dieu, même s'ils portent l'habillement de pape et ont finalement le pape chez eux. Ils oublient Dieu. Et moi, j'appuie ce que notre ami vient de dire, notre invité vient de dire. La foi, il n'en a pas parlé directement comme ça, mais il a dit directement que chacun vérifie son vote. Essaye de valider son vote en suivant ça. D'accord. Je suis d'accord avec lui, c'est une manière d'avoir foi en Dieu. Mais l'essentiel, il faut croire en Dieu. Savoir que c'est
c'est lui qui donne tout pouvoir. Quand on oublie ça, c'est ça qui amène le désordre. C'est ça qui tue la paix. Donc je ne veux pas monopoliser la parole parce que c'est sûr que quelqu'un attend, mais j'insiste dessus. Il faut croire en Dieu et croire par la pensée, la parole, l'action. D'accord. Bombarder les gens, tuer les gens, c'est mauvais. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Félix Yaoudéo, pour votre intervention. D'accord. À bientôt. À bientôt. On prend un autre intervenant. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous. Sébastien Yonrosso, c'est ça? Oui, Sébastien Yonrosso est mon nom. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je salue votre invité. Et ma première question, c'est de demander si la société civile travaille ou fonctionne normalement comme cela se doit aujourd'hui dans notre pays, comme Wanet Benin le faisait entre-temps. Est-ce que vous travaillez comme vous le faisiez en temps? Est-ce que vous demandez ou bien vous cherchez à savoir tout ce qui ne trouve pas de bien dans le pays comme si nous sommes dans un pays démocratique? Je ne sais pas si ma question est faite. Vous comprenez ma question. Ma deuxième... Je peux aller? Oui, nous vous écoutons. Ok. Ma deuxième préoccupation, est-ce que les citoyens ont droit de connaître le salaire des politiques? Est-ce que le citoyen a le droit de connaître les salaires politiques? Et ma dernière préoccupation, comment voyez-vous la lutte contre la corruption au Bénin? Oui, parce que nous avons le siège de l'Assemblée nationale d'instruction, mais les mises en cause, nous ne les connaissons pas. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont où? Maria Greta 1, et dans le temps de l'Ancien Régime, nous avons appris qu'il y a des malversations. Même malgré la lutte aujourd'hui, nous n'attendons rien. CCIP à Porto-Novo, cette maison a été détruite aujourd'hui. Mais ceux qui avaient piloté ce dossier et construit cette maison, et ils sont où? Où sont les mises en cause? Mais on n'entend rien. D'accord. Dans cette maison. Bon, ainsi de suite. Que répondez-vous à ceux qui disent que la lutte n'est pas bien faite? D'accord. Merci. Merci. Il y a encore quelqu'un là? Pas encore. Donc, nous allons pour l'instant commencer à répondre aux auditeurs qui ont appelé. Monsieur Gagné. Landry, je rappelle que vous êtes le coordonnateur national par intérim de WANEP Bénin et aussi coordonnateur de la plateforme électorale des OSC du Bénin. Vous êtes sur ce plateau pour opiner avec nous, j'allais dire, sur la thématique élection générale, paix et stabilité en 2026, implication de la société civile. Vous avez noté les questions comme moi. Oui. Vous pouvez démarrer. Si j'ai d'autres précisions, je vais aussi apporter. Allez-y. Merci. On commence par Paul Chaudaton. Merci beaucoup. Je remercie les auditeurs qui vous font confiance depuis 2 ans, 4 mois, jour pour jour. Et qui contribuent à l'émergence de cette radio. D'accord, merci. Et je remercie M. Paul Chaudaton parce qu'il a fait que des contributions. Oui. Il a souhaité que qu'on continue par sensibiliser les citoyens, ce que nous allons faire, continuer par faire, et ce que nous allons inviter également les leaders comme eux à faire autour d'eux. Donc voilà ce que je peux répondre à M. Chaudaton. M. Marcel demande si on a les mêmes analyses sur l'article 146 du code que le FONAC. Je dirais oui, parce que le FONAC a fait une analyse. Si vous voulez, je peux donner la lecture de l'article 146 du code qui dit « Seuls sont éligibles à l'attribution des sièges les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives,
Toutefois, pour les partis politiques ayant conclu et déposé à la Commission électorale nationale autonome préalablement à la tenue du scrutin un accord de coalition parlementaire, il sera procédé pour le calcul du seuil prévu à l'alinéa précédent à la somme des suffrages de ces deux ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au plan national, ainsi de suite. Voilà. Est-ce que vous avez la même lecture avec le FONAC, c'est la question? Oui, on a la même lecture que le FONAC de l'article, mais on peut encore aller plus loin. D'accord. Parce que le FONAC a pris un pan pour montrer la gravité de ce qui est contenu dans cet article. Mais il y a également une autre analyse qui montre que malgré les efforts, malgré les coalitions faites, on peut arriver à ce qu'aucun des partis politiques n'ait les 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on rentre dans un vide juridique où on rentre dans une situation Wahala. On rentre dans une situation qu'on ne souhaite pas. Donc ça vous préoccupe aussi au niveau de la plateforme? Oui, exactement. Ça nous préoccupe. Nous en avons discuté. Mais si on n'a pas beaucoup de partis en lice, on peut avoir ça, non? C'est possible? J'ai pas compris. Si on n'a pas beaucoup de partis, par exemple, si nous avons peut-être 3 ou 4 partis en compétition, oui, ou 5 à la limite, on peut atteindre les 20%? Non, en fait, on peut, oui, 3 personnes, oui, ils peuvent atteindre les 20%. Ça, c'est la situation normale. Voilà. Et c'est ce qu'on souhaite, que tous ceux qui vont participer aient les 20% pour qu'on puisse avoir une situation à la FIA. Voilà. Donc, au cas où on n'aura, aucun des partis n'aura. Parce que l'analyse faite par le FONAC pour montrer la gravité de la situation, c'est lorsque un parti politique dominant qui a plus de 50% de confiance des citoyens et qui n'arrive pas à lever un seul siège au niveau national. C'est frustrant et ça peut créer d'autres choses parce que ce parti a manqué de mobiliser 20% quelque part, donc pour ça, éliminer d'office. Au cas où aucun, malgré les coalitions et autres, n'aura les 20% dans toutes les circonscriptions, on serait également dans une situation où on ne pourrait pas gérer également. Soit on reprend les élections, soit on s'arrange pour aller rapidement corriger ce dispositif et cette disposition au niveau de l'Assemblée. Et on revient comme on l'a fait en 2020 pour les maires. Donc voilà la situation qui peut se présenter. Donc il y a plusieurs probabilités qui peuvent se présenter par rapport à ça. D'accord. Est-ce que la plateforme envisage de doter les citoyens du code électoral? Non, cette fois-ci non, parce qu'on l'a toujours fait. Mais on se rend compte que l'objectif de la plateforme ou l'objectif de WANEP en travaillant pour l'avènement d'un code électoral, on n'a pas atteint cet objectif, c'est-à-dire la stabilité du cadre légal. On n'a pas atteint. Et chaque fois, quand on fait l'impression, l'édition et distribution du code, l'élection qui vient, on change les choses. Donc, on a cette difficulté à produire chaque fois le code électoral. C'est comme de l'argent jeté à la poubelle. Voilà. Oui. Mais on peut dire que le code est disponible en ligne. Si vous allez sur le site du gouvernement, vous pouvez l'avoir. Et il y a une chose qui est très importante que je veux rappeler. Il y a la Sénat qui a lancé le e-learning pour permettre aux citoyens de s'approprier le code électoral. Donc, j'invite tous les citoyens à s'inscrire sur cette plateforme et à s'exercer à comprendre le code électoral et ça vous permet d'avoir un certificat. Travailler à revivre la fête électorale. Oui, on y travaille à revivre la fête d'antan, mais la loi ne prévoit pas des sardines au niveau des centres de vote. Ça rime avec la corruption. Vous pouvez communiquer, non? Rime avec la corruption. Non, si c'est la Sénat qui donne les sandwichs. Non, on ne pourra même pas encourager ça. Parce que d'abord, aller voter, c'est un devoir. Si nous réclamons des droits, il faut que le citoyen aille accomplir ce droit de vote pour choisir un citoyen qui reste debout.
qui fait tout un bon moment au soleil avant d'aller donc accomplir son devoir, on peut lui donner du rafraîchissement, non, si non, je comprends. Non, ça ne s'entend pas. Comme vous venez de dire tout à l'heure que normalement, on ne devait pas payer les électeurs, les observateurs pour aller de façon bénévole et volontaire. Là, c'est un vote et c'est un droit. Lorsque vous avez 18 ans au Bénin, vous devez aller accomplir ce droit. Ce devoir, vous devez l'accomplir lorsque vous avez les 18 ans révolus. Donc, on ne pourra pas encourager ça. Et c'est pour ça que la loi a lagué tout ce qui est étrennes, t-shirts et autres qu'on utilisait pour éviter la corruption. Parce que lorsqu'on instaure ce genre de trucs, c'est le parti qui a plus de ressources qui généralement il dit que ça se passe, lui il a fait la Côte d'Ivoire et bon. Oui, chaque pays avec son cadre légal. Ici au niveau du Bénin, la Côte d'Ivoire est plus généreuse ou bien c'est quoi? On ne peut pas le faire au Bénin. D'accord. Donc on va travailler, comme il a dit, on va travailler pour la paix, chacun va travailler pour qu'on ne vive pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire comme il l'a souligné. D'accord. Yamini Koumoyon. Il a parlé de non-paiement des OSC aux élections passées. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas qui va payer les OSC et pourquoi on devait payer les OSC. Moi, je ne suis pas au courant de ça, cette situation. D'abord, on ne reçoit pas de financement de l'État. Donc, on ne pourrait pas dire que les OSC ne sont pas payés et autres. Là, j'ai aucune information sur ça. Bon, c'est tellement il y a des associations ou bien des organisations qui ont peut-être travaillé avec la Sénat et bon. Mais généralement la Sénat solde, même si ça prend du temps, ça solde. Voilà. Mais je n'ai aucune idée par rapport à ça. Ok. Donc il a parlé un peu de la pagaille que lui constate. Il demande si la paix pourrait être possible. Oui, la paix est possible. La paix est possible si tout le monde intègre ces valeurs de paix, si tout le monde sait que la meilleure situation, c'est de travailler à un climat de paix et que tout le monde sensibilise autour de lui, les parents, les amis, les enfants, pour que ces gens ne soient pas manipulés par les acteurs politiques. Ce serait bien et que la paix régnera. Il dit bien que la violence commence au sein des partis politiques. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire si la violence vient, parce que la violence peut venir de partout. Parce que c'est les acteurs politiques là qui disent aux militants sortez. Exactement. Les acteurs politiques manipulent. Parce que la politique est aussi un pan de manipulation. C'est un jeu également de manipulation. Donc, ça manipule également. Donc, c'est ce à quoi nous invitons les citoyens à éviter de se faire manipuler pour aller accomplir leur devoir et rentrer, et si possible revenir lors du dépouillement pour sécuriser leur vote. Donc, c'est ce qu'on demande. Donc, la formule, vous votez et vous rentrez, est-ce que c'est la bonne méthode? Oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le code pénal refuse les attroupements. D'accord. Donc, si vous votez, vous restez au niveau du centre non armé, non autorisé. Donc, vous allez enfreindre la loi et on ne souhaite pas. Ça peut dégénérer. Donc, vous votez calmement, vous rentrez. Et vous savez qu'en votant déjà, vous savez l'heure de fermeture. Parce que c'est bien écrit au niveau des postes de vote. Donc, vous revenez quelques minutes plus tard pour pouvoir sécuriser votre vote. D'accord. Donc, il serait bien quand même que les citoyens soient là au moment où on est en train de faire le dépouillement pour connaître donc les statistiques. Exactement. Et je sais que beaucoup de citoyens font ça et accompagnent tous les membres des postes de vote jusqu'à l'arrondissement pour s'assurer que c'est vraiment les urnes qui ont quitté les centres de vote qui sont acheminées. Donc, nous allons les inviter encore une fois à sécuriser. Mais comment se fait-il que cet engagement qu'on note chez certains citoyens n'est pas souvent partagé par les autres? Parce qu'on voit quand même des gens engagés. Hein. Ce n'est pas qu'ils sont rétribués pour, ce n'est pas qu'on leur donne de l'argent, mais qui veillent à ces choses-là.
comment on peut donc implémenter tout ça au niveau de tous les citoyens? Comme dans d'autres pays, vous voyez vraiment les gens se mobiliser autour de la cause. Exactement. Et c'est pour ça que nous intégrons au niveau de la plateforme électorale le volet éducation électorale. Parce qu'il faut inculquer ces valeurs aux citoyens pour qu'ils sachent que c'est un devoir qu'il doit accomplir. D'accord. D'accord. Il y a Félix Yawedéou. Lui, il nous envoie tout simplement chez Dieu. Il dit que c'est la crainte de Dieu qui manque et c'est ça qui fait qu'on tombe dans la paix. Vous en dites quoi? Et qu'on tombe dans l'insécurité, la violence et autres plutôt. Oui, c'est une analyse parmi tant d'analyses et voilà, je conçois ça également pour lui. Donc il n'y a pas de problème. Si on peut avoir crainte de Dieu et éviter la violence, tant mieux. D'accord. Oui. Merci. Il y a Sébastien Yonkhosou, présent, qui parle du fonctionnement même de la société civile. Oui, il disait qu'on ne note pas la faveur d'antan. J'ai déjà répondu à cette préoccupation pour dire voilà les contextes, quand les contextes changent, il faut également changer de stratégie et c'est par rapport à ça qu'on ne voit pas suffisamment d'OSC, mais nous travaillons, les OSC qui s'investissent dans le domaine des élections, dans le domaine de la gouvernance, travaillent pour contribuer à l'amélioration du processus électoral. D'accord. Il a cherché, il demande aussi, est-ce que les citoyens doivent savoir ce que gagnent les politiques, le salaire des politiques? Oui, si le politicien émage au budget national, le citoyen a le droit de connaître le salaire, parce que c'est le citoyen qui contribue. Donc, c'est un droit du citoyen de savoir qu'est-ce que, voilà. Et pourquoi vous ne sensibilisez pas dessus? Sur quoi? Sur le fait qu'on doit connaître les salaires. Je pense qu'il y a plusieurs voix qui se sont déjà levées. Se sont déjà levées pour connaître le salaire des acteurs politiques. Voilà. Donc, vous voulez que je revienne encore une fois là-dessus ou voilà, on l'a déjà demandé plusieurs fois, même déjà au début du mandat. Le premier mandat du président Patrick Talon, on l'a demandé, mais bon, comme la tête n'a pas donné suite, donc vous prenez acte. On prend acte et on continue. D'accord. Il ne faut pas remier, trop insister là-dessus. Remier la même chose et évoluer. Le peuple est là pour juger, pour apprécier. D'accord. Il dit qu'il y a beaucoup de dossiers de corruption. Vous, au niveau de la société civile, a commencé donc par lister. Finalement, il s'est arrêté. Vous avez suivi comme nous. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est vrai, on a constaté un recul du phénomène, mais ça persiste au niveau de tous les segments en fait de la vie politique et sociale. Et c'est pour ça que le président de la République a mis en place un commissariat à la prévention de la corruption. Donc, c'est mieux la formule trouvée? Oui. Prévention, lutte. Oui, il faut travailler en amont. Il faut travailler en amont pour montrer aux citoyens qu'ils doivent éviter. Parce que c'est vrai, des fois, on le fait de manière innocente. On peut le faire de manière innocente. Donc, travailler à informer plus les citoyens sur les comportements qui peuvent être considérés comme de la corruption, c'est déjà un pas. Donc, moi, je pense, et comme au niveau de WADEP, nous travaillons plus sur la prévention, c'est bien. Parce que, comme on le dit, la prévention coûte moins cher que l'action. D'accord. Voilà, donc je pense que, bon, un seul gouvernement ne peut pas finir avec ce fléau, cette menace. On va continuer la lutte. Et nous, au niveau des OSC, nous allons continuer par dénoncer. Et voir dans quelle mesure on peut faire reculer cette menace. D'accord. Il y a des structures, quand même, des institutions de la République où vous avez l'opportunité, par exemple, d'envoyer des représentants. Il y a des instances où vos représentants siègent. Le retour qu'on vous fait, est-ce que c'est un retour rassurant en termes de bonne gouvernance et autres? Ça dépend du domaine. Ça dépend des différents domaines parce que c'est vrai, on a des cadres de dialogue où on discute avec les autorités et
et les autorités dialoguent avec les OSC sur la mise en œuvre des politiques au niveau national. Donc, on fait des évaluations, on fait des contre-expertises qu'on verse au niveau du gouvernement, quitte à eux de voir comment corriger pour améliorer la politique de mise en œuvre de ces actions. D'accord. Et donc, vous avez la gouvernance du président Patrice Talon qui tend doucement vers la fin, comme on le dit. Votre appréciation globale au niveau de WANEP Bénin? Nous, on n'a pas encore fait cette évaluation globale, seulement que je peux dire que nous avons fait au niveau de la plateforme électorale des OSC du Bénin un suivi. Un suivi du processus, du premier mandat. C'est-à-dire année par année de la gouvernance du président Patrice Talon. Mais on ne l'a pas fait au second mandat parce que ça demande beaucoup de ressources et autres. Donc, globalement, au niveau, lors du premier mandat, on a noté des avancées. On a noté qu'il y a des engagements qui n'ont pas commencé. Il y a d'autres engagements qui ont commencé, mais qui n'ont pas pris fin en 2021. Mais il y a d'autres qui ont été commencés et se sont achevés. Mais pour ce second mandat, on n'a pas encore fait une évaluation pour apprécier le second mandat du président Patrice Talon. On le fera certainement. D'accord. Alors, quand vous faites ce travail-là au plan national, on sait que WANEP, c'est une grande organisation. Comment vous arrivez donc à informer l'international de ce qui se passe au Bénin? Comment c'est organisé? De ce que nous faisons. Oui, ce que vous faites au Bénin. Comment vous faites connaître ça à l'international? À l'international, nous avons un mailing list, c'est-à-dire des adresses des partenaires auxquels on adresse nos rapports, on adresse nos activités. C'est tout ce que nous faisons. Il y a également les plateformes que nous avons, les réseaux sociaux que nous avons. Il y a le site internet également qui fait que beaucoup savent ce que nous faisons. Voilà. Donc, on utilise beaucoup les réseaux sociaux pour informer des activités au niveau de WANEP Bénin. Mais au niveau de WANEP en général, parce que nous sommes présents dans tous les 12 pays de la CEDEAO et les 3 pays de l'AES, nous travaillons en collaboration avec tous les WANEP qui sont présents dans tous ces pays et nous suivons de près la situation. Par exemple, la situation électorale en Côte d'Ivoire, nous le suivons. Nous le suivons parce que nous avons un projet commun pour tous les pays qui ont des élections de 2022 à 2026. Donc on suit toutes ces actualités et tous les WANEP au niveau pays savent tout ce qui se passe à la minute près dans tel ou tel pays. Alors, quand vous vous retrouvez entre vous là, et vous échangez et tout ça, le Bénin se trouve dans quelle position concrètement? Dites-nous, avec les autres pays, est-ce que c'est mieux ici ou bien on doit chercher donc à aller toucher d'autres standards? Mieux en termes de vivre, oui, parce qu'on est mieux que chez soi. Voilà, on ne souhaite pas la situation des autres pays, mais il y a à travailler sur le respect la protection des droits de l'homme. On travaillera plus sur ces aspects pour que, parce que sur le plan économique, ça va. Ça va, même si au niveau du citoyen, on ne ressent pas. Ça va au niveau macro. Mais au niveau micro, on ne sent pas trop. Mais on n'a pas fait un classement des pays pour dire nous sommes premiers, nous sommes deuxièmes, nous sommes troisièmes. Mais il y a des ouvertures, il y a des progrès que nous notons et que nous saluons. Surtout l'initiative de gouvernement ouvert qui est enclenchée au niveau du gouvernement et dans lequel nous sommes en tant que partenaires. D'accord. Merci beaucoup. On reçoit donc une question, pas question en tant que tel, un commentaire sur notre page WhatsApp. Il y a Maurice Ogouchi qui dit « Les élections sont si sérieuses qu'elles ne sauraient être des moments festifs, mais des moments sérieux et attentifs pour des choix conséquents. » Vous en dites quoi?
C'est son analyse. On conçoit ça et on lui concède ça. Mais lorsqu'on parle de fête, c'est juste dire l'ambiance. D'accord. Ce n'est pas aller distribuer du sandwich, ce n'est pas aller manger quelque part sur une table et autres, là non. Mais c'est l'ambiance qui entoure tout le processus quand on parle de festivité ou on parle de moments festifs, c'est l'ambiance. Et nous avons vécu ça en 2016 où le candidat Zinsou a appelé son challenger pour le remercier, pour le féliciter, ainsi de suite. Donc c'est cette fête. Sans oublier les fanfares, sans oublier le podium car qui circulent. Exactement. Et donc dans les ruelles et autres, on sent qu'il y a des élections qui s'annoncent et autres. Exactement. Oui. Et ce que nous observions avant, c'est que deux formations politiques peuvent se rencontrer. Oui, en cours de route. Voilà, en cours de route. Et c'est de la bonne ambiance. Et on sent que c'est des citoyens d'un même pays qui, c'est vrai, n'ont pas les mêmes visions ou bien n'ont pas les mêmes choix, mais ils savent que nous sommes d'un même pays et nous devons travailler pour un même pays et que ce moment, c'est juste un moment d'évaluation et on continue après. D'accord. Votre mot de fin pour clôturer cette émission? Merci beaucoup. Je tiens à remercier Radio Cotonou pour l'invitation et profiter pour demander aux promoteurs de la radio, aux journalistes, d'accompagner le processus électoral aux côtés de la plateforme électorale des OSC en nous ouvrant les portes chaque fois que nécessaire pour qu'on puisse sensibiliser les citoyens. Vous avez partagé le financement avec nous. C'est le nerf de la guerre, ou bien? Oui, c'est le nerf de la guerre, mais rien ne vaut la paix. Donc, je pense que en tant que membre de la société civile, vous devez aussi contribuer. Et nous, ça ne nous dérangerait pas si on a du financement d'apporter pour que vous puissiez vivre. C'est ça. Mais je voudrais également lancer un appel aux acteurs politiques pour qu'ils puissent travailler à sensibiliser les militants, à calmer les militants et à demander aux militants de rester calmes, sereins et d'aller faire leur devoir. Je vais demander aux institutions de continuer par travailler à rassurer les citoyens et à communiquer sur tout ce qu'ils font. Et aux OSC, aux organisations de la société civile que nous sommes et d'autres organisations de la société civile qui ne sont pas membres de la plateforme, de continuer par faire la veille pour que si on a des signaux, qu'on puisse travailler en amont pour que la violence n'arrive pas dans le pays. Donc voilà en gros ce que je peux dire et remercier les auditeurs qui nous suivent et qui ont apporté leur contribution à cette émission. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Landry Gagné. Vous êtes coordonnateur national par intérim de WANEP Bénin et coordonnateur de la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin. À nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agwangba, à la prise de vue Job Chikpei et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés 94.3, c'est Radio Cotonou. Bonne suite au programme à chacun et à tous. Merci. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.